ماشي بحياة ماشي بحياة إذا من الشهداء يا المسلمين يا فارس ماشي بحياة ماشي بحياة إذا من الشهداء يا المسلمين. Bon, la révolution algérienne fut un succès grâce à des hommes pleins de volonté, de courage et engagés de plein pied sur la voie de la liberté au prix de leur vie. Moi-même, j'ai rejoint le maquis très jeune et j'ai pu voir malheureusement des enjeux ethniques caractériser aussi notre noble mission. Celle de libérer le pays, évidemment, et du joug colonial. J'ai vu la plupart des moudjahidines lutter contre l'ennemi avec tout l'acharnement voulu et mourir héroïquement par milliers pour leur pays. D'autres, malheureusement, une poignée de fossoyeurs guidés par l'intérêt œuvrent dans l'obscurité sous l'ombre de la révolution pour que cette cause soit en leur faveur et que l'arabisme y soit au détriment des Mazérènes, ces nobles et vaillants combattants originels de ce pays. En 1954, au début de la Révolution déjà, il n'y a pas eu de consensus fiable. Chacun tirait de son côté, mais grâce à des hommes engagés pour l'action unie derrière la Révolution, elle a finalement décidé de rappeler à l'ordre notamment ces aventuriers et ces égarés de toutes sortes. Une lourde tâche attendait ces grands hommes de novembre qu'il va falloir absolument mener à terme. Il y va du déclenchement de la révolution. Le moudjahid, armé symboliquement d'un fusil de chasse ou d'un poignard et d'une corde portée à son ceinturon, pour se rappeler toujours qu'il y a des traîtres, et diverses tentatives de déraillement. Ce moudjahid se lance désormais dans cette périlleuse aventure au gré de la nature. Dans ce livre, j'ai essayé de mettre en relief le comportement de ces quelques dirigeants indélicats portés sur le volet ethnique au risque d'un préjudice à toute la révolution. La délégation de l'extérieur, Ben Bella et ses coéquipiers se rendent en Égypte pour demander de l'aide, l'armement en particulier. Pour l'autorité égyptienne, il n'y a pas de problème lorsqu'il s'agit de frères en lutte pour la voie de l'arabisme et de l'islam
il le précise bien, histoire de mettre, pour commencer, de l'huile sur le feu, du chantage prémédité avec la complicité de Ben Bella, bien sûr, complicité avérée plus tard à l'approche du congrès, que nous allons voir plus tard. Ce problème aurait été donc planifié d'Égypte entre Ben Bella, Fethi Dib et Jamal Abdel Nasser en réponse à la question posée dans ce cadre. En Algérie également, certains berbéristes, Ben Nayouali, Aït Hamoud Amar, et Menguelat, notamment, ont commencé quelque peu à se poser des questions sur le devenir de l'Algérie. Après 3 avertissements, ils n'ont pas voulu obtempérer. L'encadrement de la Oulé 3 a mis les prescriptions impératives de la Révolution. Ils les ont exécutées. La trahison reste l'apanage à toute compromission. La Révolution, au 1er novembre, a décidé de mettre un terme à toute entrave. Cet enjeu lié au tribalisme était le motif déjà qui, pendant longtemps, a mis en échec les soulèvements précédents. Il réapparaît et risque de prendre de l'ampleur. Ben Bella est revenu au Maroc. Il a été arrêté par le colonialisme lors du détournement de l'avion et mis en prison de la santé jusqu'au cessez-le-feu. Il a engagé le contact avec le colonialisme en prison, qui lui a facilité la communication avec l'extérieur, notamment avec ses 3 compères, Mahsas, Boussouf, Boumdine, pour engager les diverses dispositions. La confiance mutuelle avec l'ennemi est devenue réciproque. En Algérie, le groupe L'Arb Ibn Hidi, à Ben Hamdan et Ken Belkacem, en pleine activité dans l'Algérois et la Kabylie, était dans la tourmente, vu ce qui se trame en Égypte. Ils ont précipité la tenue du 1er congrès à l'intérieur pour trouver une solution à ce problème qui peut faire éclater sérieusement la révolution de novembre. Au congrès qui s'est tenu le 20 août 1956, ils ont su organiser la révolution et l'Algérie indépendante grâce à la vigilance et la perspicacité de l'Arb Ibn Hidi et de Ben Hamdan. Ils ont profité pour introduire une clause dans les résolutions: l'Algérie algérienne, une et indivisible. Plus rien à redire, tous se sont retrouvés dans cette résolution. L'Algérie indépendante fera le reste le moment venu, éventuellement diversifier la culture, etc. Ben Bella et ses coéquipiers ne se sont pas retrouvés dans ces résolutions. Il a rédigé un rapport de 40 pages, contesté ces résolutions du Congrès directement, arguant que
Premièrement, les wilayat 1 et 5 ne sont pas représentés dans le Congrès. Ben Mehdi ne représente que sa propre personne. L'extérieur, selon eux, non plus, n'a pas été invité. Troisièmement, on a oublié les Arabes dans les résolutions. Également, la déclaration parallèle du 1er novembre 1954 de Jamal Abdel Nasser, dans laquelle il disait que l'Algérie a pris le chemin de la liberté, de l'arabisme et de l'islam. Quatrièmement, Ben Hamdan et l'Arbi Mehdi ont prétendu dans le Congrès que j'ai travaillé, Ben Bella, avec le responsable des services secrets égyptiens, Fethi Dib, et qu'il mènera l'Algérie comme bon lui semble. Ils m'ont taxé carrément d'instrument des services égyptiens. Sans parler de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, qu'il a déploré et décrié de toutes ses forces. Ben Bella a essayé de faire bouger les autres wilayats en vue de contester les résolutions du Congrès par l'intermédiaire de Massas. Il a failli réussir partiellement et on préférait s'orienter vers les diverses dispositions en direction des combattants. Les détails en s'en passent. Les problèmes d'autorité du front et de l'armée de libération nationale, le problème des frontières, de l'armement de l'intérieur, du stationnement prolongé et mouvement des effectifs, la spécificité de certaines wilayats, leur encadrement, la prise en charge enfin des étudiants et l'orientation qui se faisait à leur guise. Tous ces problèmes ont été l'œuvre de groupes de fossoyeurs qui continuaient à creuser une tombe profonde pour la Révolution. Ces Zouama, en l'occurrence Ben Bella, Boussouf, Boumdine et consorts. Ben Bella maîtrise parfaitement la situation en prison. La communication lui est facilitée avec l'extérieur. Il planifie sérieusement les actions et ses complices de l'extérieur tentent de les mettre en application. La dernière proposition, c'est la recommandation, pour ne pas dire l'imposition de Ouari Boumdiene, chef d'état-major, entre autres. Boussouf du MAG, qui peut tout faire facilement. La liquidation sous l'ombre de la Révolution, il détient le monopole dans tous les domaines et collabore entièrement avec Ben Bella et on constitue le pilier principal pour les complots. Boumdiene, formé dans les écoles baptistes, promu effectivement chef d'état-major, il doit préparer pour la prise de pouvoir à l'indépendance au su et au vu de tout le monde. On peut dire le GPRA, par intermédiaire de Karim Belkacem, a joué un grand rôle pour parer à cette situation. Éteindre au mieux le feu allumé par ces hommes fossoyeurs. On aurait dit
qu'il a failli dans l'assassinat d'Aban, qu'il accuse d'y avoir participé, qu'il aurait dû intervenir, mais pour Karim, il y va de l'intérêt de la révolution. Il n'a nullement le choix. Effectivement, le silence étant de meilleure réponse. Les fossoyeurs n'attendent qu'un mot de sa part pour réagir et le liquider aussi. La France a mis son grain de sel comme il se doit pour en finir avec la houlée à Troyes, déjà prise à partie par l'extérieur. Elle a mis le paquet dans l'opération jumelle, soit 60 000 hommes pour en venir à bout. Car c'est là que tout se joue, pour l'essentiel, pour la guerre d'Algérie. Karim Belkacem a tout fait pour que la révolution reste unifiée et qu'elle n'éclate en aucun cas et continue jusqu'à l'indépendance. Il est heureusement arrivé à son souhait grâce notamment à son entourage, la houlée à Troyes. Les véritables révolutionnaires, avec leur haut niveau de réflexion, ont opté à la patience pendant que d'autres mettaient les bâtons dans les roues. Le 19 mars, c'est le cessez-le-feu. Il est le premier à se mettre au devant de la scène avec le GPRA pour empêcher cet état-major de s'aventurer. Hélas, l'état-major est désormais dissidente. Il s'applique et s'apprête à le dire carrément que la dictature est le meilleur moyen d'imposer l'arabisme dans l'Algérie indépendante. Ils ont pris le pouvoir de force, imposer l'arabisme au peuple et ses qualificatifs et interdisent Tamazight. Les collaborateurs de l'armée française sont enrôlés et prennent place pour les aider. Ils comptent sur eux car ils veulent racheter leur dignité et les réhabiliter. Raïs Ben Bella a prononcé finalement un discours à la télévision Al Jazeera dans lequel il disait: la révolution algérienne était d'essence islamique et arabe. Elle avait surtout eu lieu grâce au soutien des Égyptiens, et le congrès de la Soumam était une trahison, puisqu'il a rayé de sa charte ses origines. Ce congrès a fait dévier la révolution des objectifs tracés le 1er novembre 1954. Ben Bella a déclaré également: l'Algérie est arabe 3 fois, qu'on le veuille ou non, et elle a fait tout son possible pour éliminer Tamazight du terrain au nom de la loi et de l'État algérien. Karim, Aït Ahmed, Boudiaf, Mohamed Haj, Dehidz, Sotra Arab, etc. ont essayé de les arrêter. Rien à faire. Mais il ne veut pas faire couler le sang des Algériens une nouvelle fois. Il faut dire qu'il y a un manque de conscience populaire. Mais ils se sont laissés faire.
Les nouvelles générations feront le nécessaire le moment venu. En 1980, c'est la revendication du berbérisme et les événements qui ont suivi. L'armée a tiré sur eux, tué des centaines, blessant des milliers d'autres. Au gouvernement, c'est la manipulation à la succession pour ne pas perdre le pouvoir. Boumedienne, Chedli, Kefi, etc., leurs complices, les autres observent. Ils sont arrivés au point de monter une force énorme eux-mêmes. Le fils en 1988 qui pourra contrecarrer la Kabylie avec son amazigité, et se sont pris à leur propre piège. Par la suite, ils ont fait appel à l'opposition. Mohamed Boudiaf, paix à son âme, il s'est attaqué parallèlement à eux et n'ont pas tardé à l'assassiner. Finalement, le président Bouteflika, à la tête de ce pouvoir, perd le nord dans une réunion officielle à Tizi Ouzou, annonce que Tamazight ne sera jamais officiel tant qu'il sera vivant. Il a décidé en 2016 d'officialiser par la Constitution ce qu'il a fait. Nous avons enfin rien compris et nous attendons la suite. En tous les cas, il nous a pris déjà pour des enfants privés de leur mère, c'est-à-dire dans notre langage, c'est déjà pas mal. En conclusion, pratiquement il n'y a pas d'Arabes en Algérie, mais simplement des arabophones. Des Amazirs que l'arabo-islamique bien ancré tente de reconvertir avec la bénédiction des autres faits de l'arabisme, particulièrement dans les grands centres urbains algériens. Le Gueule d'Oujda et ses fossoyeurs a devancé les choses pour la prise de pouvoir et la dictature, imposer l'arabisme et autres tenants de pouvoir pour la prise de pouvoir et la dictature, imposer l'arabisme et autres tenants de l'arabo-islamique et effacer carrément Tamazight et s'installer définitivement au pouvoir. Le groupe de Tizi Ouzou, qui a essayé d'empêcher ce forcing afin de veiller sur la démocratisation des futures instances du pays dans une Algérie algérienne une et indivisible, telle que prévue par le Congrès de la Soumane, s'est heurté malheureusement à l'armée des frontières et même à des slogans populaires. 7 ans baraquette. Il faut être un ogre et bien oser pour gouverner pendant 55 ans et accepter les gratitudes et les honneurs ainsi de ce pays. Eux, ils les ont acceptés, sacrilège. Je ne crois pas en la lutte contre le colonialisme en tant que tel des moudjahidines. C'est une lutte pour le pouvoir simplement. Ce livre de 400 pages
écrit en 2010, complété en 2017, est disponible aux éditions Al-Amal et dans les différentes librairies. إذا من الشهداء يا المسلمين يا فارس نشيد حيامك وشيد حيام إذا من الشهداء يا المسلمين